Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'innovation sur Bismart. Ici, on se projette dans le futur. Pendant 1 heure, on découvre les entreprises qui inventent notre quotidien pour demain. Voici le sommaire. Quels seront les jobs du futur? Comment former à des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui? Ce sera le sujet de la semaine juste après ces titres. Smart Money, notre chronique consacrée au placement d'avenir, aux nouveaux moyens de paiement, consacrée aujourd'hui au marché de la cybersécurité. Dans Smart Connect, plongé dans les coulisses du e-commerce comme chaque semaine avec Levia, ou quand l'intelligence artificielle transforme les robots en vendeurs. Et puis dans la seconde partie de l'émission, Smart City, la ville intelligente, je vais vous présenter les solutions d'upcycling. En bon français, on pourrait dire mobilité, de reconversion. Vous découvrirez comment transformer votre voiture thermique ou votre bon vieux vélo en champion du transport électrique. Mais d'abord, comme promis, on retourne à l'école. Oui, mais l'école du futur. 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. C'est le constat réalisé par le think tank californien Institute for the Future. Voilà qui lance le thème de notre débat sur ces métiers de demain avec Virginie Calmels. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Présidente de Futurae, l'école des industries créatives, et Laurent Champanet, bienvenue à vous aussi. Bonjour, directeur général des arts et métiers. Virginie, une réaction sur ce chiffre, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Est-ce qu'il vous semble surévalué ou est-ce que vous dites, ben oui, on en est là, quoi? Je pense qu'on en est là et ça a présidé d'ailleurs à la création de cette école Futurae. L'idée de se dire qu'au fond, ça ne va pas être évident finalement de former nos jeunes puisqu'il va y avoir une évolution extrêmement rapide et une obsolescence d'un certain nombre de métiers. En revanche, on a choisi justement de s'occuper des métiers de demain dans le marketing digital et dans les industries créatives. Pourquoi? Parce que même si effectivement plein de métiers n'existent pas encore, on est à peu près convaincu que dans ces secteurs d'activité, la demande ne va être qu'exponentielle et que justement, on va peut-être avoir moins d'obsolescence parce qu'on est au cœur des secteurs qui recrutent, qui sont déjà tournés vers l'avenir et qui, normalement, vont avoir une belle longévité. Oui. Et qui vont obliger aussi je mets des guillemets, les vieux métiers à se réinventer en utilisant ces compétences. Le marketing digital, par exemple, aujourd'hui, c'est un peu même étonnant de dire marketing digital parce qu'il n'y a plus de marketing qui ne soit pas digital. Donc l'idée est de dire, voilà, tous ces métiers-là, formons nos jeunes à ça et puis donnons-leur, et c'est ce qu'on fait chez Futurae, donnons-leur ce que moi j'ai appelé la culture générale du 21e siècle. C'est pas ce qu'on a connu à l'école traditionnelle, c'est de dire aujourd'hui, on ne peut pas lâcher un jeune sur le marché de l'emploi s'il n'a pas une acculturation à l'intelligence artificielle, par exemple, au codage, à la cybersécurité, au développement durable, toutes ces données, à la protection des données, au savoir-être. Tout ça est un élément comment on va dire, de confiance pour un jeune qui va aborder le marché de l'emploi, au-delà de ses compétences techniques, qui sont aussi celles que nous délivrons dans nos formations plus classiques, de bachelor et de master, dans ces métiers des industries créatives, jeux vidéo, animation 3D, communication audiovisuelle et web ou marketing digital. Laurent Champanet, ça veut dire que les arts et métiers, c'est une école prestigieuse qui a le bénéfice de l'ancienneté, si j'ose dire, mais qui, par essence, vous formez des ingénieurs, a passé son temps à se réinventer et à se projeter dans l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos ingénieurs aujourd'hui, ils ont cette dimension codage digital obligatoirement ou pas forcément? Oui, alors pas tant que ça. Alors, effectivement, on s'est toujours réinventé, parce que c'est une école qui a été créée pour le passage de la première révolution industrielle. C'était la mécanisation de l'industrie. Et donc, à chaque fois, en fait, on a vécu et on a accompagné les mutations industrielles. Et aujourd'hui, on attaque la 4e et la 5e mélangées, qui sont à la fois le digital, mais aussi l'environnemental, le sociétal. Et donc, du coup, effectivement, c'est une école qui s'est toujours réinventée. Avec des basiques aussi, parce qu'on sort aussi des ingénieurs qui sont opérationnels dans l'industrie. Et ils trouvent très facilement du travail quand ils sortent parce qu'il y a des très gros besoins, c'est des métiers qui sont en tension. Et c'est une grosse machine, on a plus de 2000 diplômés par an, donc c'est pas une machine qui est facile à changer, mais on fait évoluer. Moi, il y a une question. Quand j'ai abordé ce débat, j'ai pris ce constat, j'ai eu un petit doute sur le chiffre 85% des métiers, parce que je me dis, il y aura toujours des boulangers, il y a toujours des coachs sportifs, des esthéticiens, esthéticiennes, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a plein de métiers qui ne vont pas forcément évoluer. Et puis après, je me suis dit, ok, je me suis mis à votre place. Comment on forme, Laurent Champanet,
à des métiers qui n'existent pas encore? Déjà, il faut qu'on soit à l'écoute de ce que sont les demandes. C'est-à-dire qu'on essaye de percevoir ça. Nos chercheurs le font dans leurs activités de tous les jours. Nos relations avec les entreprises sont là pour faire ça. Les entreprises ne sont pas toutes au même niveau de maturité. Donc, on essaie d'être à l'écoute. On essaye des choses. Une problématique pour une école comme la mienne, c'est qu'on travaille beaucoup sur les technologies. On a une accélération, une montée en maturité très forte. Des technologies qui disparaissent très vite aussi. Donc, ce n'est pas forcément simple. Donc, nous, la stratégie qu'on a, il y a deux façons de faire. La première qui est de dire, par exemple, sur les nouvelles technologies, on crée des formations post-ingénieurs, des masters spécialisés de la conférence des grandes écoles. On les crée avec les spécialistes du domaine. Comme ça, on s'approprie les compétences de formation. Et puis après, on les descend dans la formation pour ramener ça plus bas en formation initiale. Donc sur des sujets comme la fabrication additive, comme l'usage des drones en entreprise, des choses comme ça. Et puis une autre solution sur les métiers dont vous parlez, plutôt tournés vers le numérique. C'est compliqué pour une grosse école comme la mienne, qui fait beaucoup de recherche. La recherche, c'est des choses qui sont sur du temps long, d'intégrer des compétences fortes dans le domaine du numérique quand on n'en a pas a priori. Donc là, en fait, on passe des associations avec des écoles comme la vôtre. On a un partenariat avec une école qui forme des data scientists, une autre sur l'intelligence artificielle, pour envoyer nos étudiants dans ces écoles après le diplôme d'ingénieur. Mais Virginie Calmès, est-ce que le diplôme, il reste toujours aussi important? Ou est-ce que c'est... Parce que si, par exemple, on ne maîtrise pas tel logiciel, on ne rentrera jamais dans une entreprise. C'est exactement l'axe qu'on a pris. Je crois au système des grandes écoles françaises parce que c'est un tamis très fin et donc mécaniquement, comme les étudiants qui en sortent sont très agiles, très adaptables, ils vont faire des belles carrières. Mais je crois qu'on a laissé de côté beaucoup trop de gens qui avaient du potentiel parce qu'on a beaucoup privilégié, mis en avant le sacro-saint diplôme. Et donc, ce qu'on veut apporter chez Futurae, c'est un autre mode d'enseignement où on est sur la certification de compétences. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que nos jeunes, dans les différentes formations qui sont les leurs, ils vont, entre guillemets, cocher des cases ultra concrète, c'est vraiment très pratique, très technique, très concret, c'est-à-dire maîtriser, comme vous dites, certains logiciels. Ça, c'est de la compétence. Mais c'est un logiciel par entreprise, parfois, ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire attention jusqu'à quel pointillisme on va. Mais pour le coup, nous, on va évidemment pas... même si on fait des partenariats avec certaines entreprises, on va les certifier Google, on va les certifier Microsoft, mais on va aller sur des logiciels d'animation 3D qui sont les logiciels aujourd'hui acceptés par les entreprises et utilisés par les entreprises. En fait, on a pris un peu le problème à l'envers. On est parti du besoin de l'entreprise. On est parti de ce que l'entreprise attend aujourd'hui comme main-d'œuvre et quel type de compétences elle attend. Et on cale notre formation à ça. Ça veut dire qu'il faut être sans arrêt agile parce que, comme vous le disiez très bien, non seulement les métiers vont évoluer, mais les besoins vont évoluer et les solutions techniques évoluent. Donc aujourd'hui, on les forme sur certains types de logiciels ou certains langages de codage, etc. Peut-être que demain ou après-demain, ça changera. Et notre force, c'est de rester très agile et surtout très à l'écoute des besoins des entreprises pour adapter la formation. Je ne crois plus au schéma très lourd d'une formation qui n'évoluerait pas beaucoup dans le temps. Il faut être très très agile parce que dans le monde du numérique, c'est pas valable forcément pour tous les secteurs évidemment, mais dans le monde du numérique, dans ces métiers-là, c'est l'agilité, la flexibilité qui fera la différence. Je vais citer quelques... Comme ça, j'ai picoré. Coach de robots, ingénieur en intelligence artificielle, vidéaste de jeux vidéo, agent de don d'organes, architecte de réalité augmentée, cultivateur urbain, etc. etc. Je pourrais multiplier la liste. Est-ce que vous diriez, Laurent Chopanet, que la durée de vie d'un métier, elle est plus courte qu'avant? Alors, peut-être, mais il y a le métier, puis il y a les outils dont vous avez parlé avant. Vous avez parlé des logiciels, c'est la même chose pour les technologies. Et on est sorti du moment où un diplôme, c'est une trousse à outils. Et voilà, vas-y, jeune homme ou jeune femme, pendant 20, 30 ans, tu vas utiliser la trousse à outils. Donc, nos formations, maintenant, sont plutôt tournées sur... Il y a des fondamentaux de base, il y en a chez vous aussi. Mais il faut être capable de prendre en main très rapidement un nouvel outil, un nouveau logiciel, une nouvelle technologie. Et c'est ça ce qu'on cherche à faire dans nos formations, parce qu'on le sait, autour d'un métier, il y a des outils et il faut être capable de s'adapter rapidement. Mais il y a des métiers qui apparaissent aujourd'hui et qui auront disparu en 2030. On est d'accord là-dessus?
Sans doute. Parce que l'intelligence artificielle, parce que la puissance numérique va les rendre obsolètes. C'est possible, on peut l'imaginer. Oui, c'est tout à fait possible. Et on ne peut pas se permettre, effectivement, de promettre à un jeune une carrière qui s'arrêtera, qui va s'interrompre. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Le diplôme ne fait pas tout. Le diplôme, aujourd'hui, il sert à ouvrir une porte. Après, si on n'est pas en capacité de s'adapter en permanence, de s'auto-former, et d'être capable de changer quand il le faut, c'est pas possible pour une carrière actuellement. Ouais. C'est pour ça, chez Futur Année, on a voulu mettre les sciences cognitives aussi au cœur de l'enseignement et même du recrutement, parce que le grand sujet, ça va être d'apprendre à apprendre. En fait, on a besoin, peut-être beaucoup plus que par le passé, pour répondre à votre question, à ce que ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, continuent tout au long de leur vie professionnelle à se former, à apprendre et à évoluer sur des nouveaux outils. En ayant appris en fait des méthodes sur un certain nombre de logiciels, par exemple, ils vont être totalement, comment on va dire, ça va être facile pour eux en fait d'évoluer sur d'autres logiciels. Et donc cette obsolescence, ils la vivront moins que d'autres. Pardon de vous interrompre. Est-ce qu'il faut apprendre à coder forcément ? Est-ce que ça vous semble une... Moi, le tous codeur, je n'y suis pas favorable. Parce qu'on peut se dire, si on veut garder la main sur l'intelligence artificielle, il y a un moment où il va falloir tous plus ou moins savoir coder. Oui, mais le codage, ça ne fait pas tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement besoin de gens qui soient très forts en codage, mais typiquement, quelque chose qu'on oublie de dire, par exemple, on parle beaucoup de data scientists et ça. Des gens qui sont capables de manipuler des données parce qu'ils savent coller et tout ça, mais qui ne savent pas, qui sont pas capables de comprendre le sens des données, la qualité qu'elles ont, ils sont capables de sortir des informations complètement fausses à partir de données, les données qu'on leur a fournies. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. Le tout codage, je pense qu'effectivement, notre relation avec les ordinateurs a changé, mais on n'est pas forcément. Je suis pas un fan non plus du tout codage. Ce serait très restrictif. Quand on dit tous codeurs, je trouve qu'on est très restrictif, évidemment. Et d'ailleurs, il y a des écoles spécialisées pour cela, et c'est très bien. Il en faudra. Ce qu'on essaye de dire à nos étudiants, c'est qu'il faut qu'ils comprennent ce qu'est le codage, et donc autant qu'ils en aient fait et qu'ils aient appris des langages et qu'ils sachent. Mais ce serait trop restrictif. Ça donne pas un coup d'avance à ceux qui savent. En quelque sorte, savoir coder. Nous, on considère que nos étudiants vont passer par là, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de la culture générale, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas là-dessus qu'on va apprécier leurs compétences, ni même qu'on va les évaluer. Mais on va leur dire, ce serait vraiment absurde aujourd'hui, dans le monde de demain, de ne pas comprendre ce que c'est. Et c'est un gap générationnel qui est incroyable, parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de dirigeants et de managers dans les entreprises qui sont très éloignés de tout ça, alors que les gens qui vont recruter vont devoir avoir cette acculturation-là. Mais de là à dire tous codeurs, c'est trop restrictif, et surtout, c'est prendre un peu la chose par le petit bout de la lorgnette, parce que le monde du numérique offre tellement plus que la simple technologie informatique ou le codage. Donc on va beaucoup plus loin, et en tout cas, chez Futurae, on n'a pas voulu être en compétition avec des écoles informatiques. On est une école vraiment du monde du jeu vidéo, de l'animation 3D, du marketing et de tout ce qui est technologie web. Et du créatif, on en parlera, les industries créatives. Mais je voudrais vous poser une question sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est peut-être en train de détruire des emplois, même voire des millions d'emplois, mais elle va en créer d'autres. Il faut être dans cet esprit positif, Laurent Jean Bardet. C'est clair que nous, chez nous, on ne forme pas des gens spécifiquement à l'intelligence artificielle, mais il est clair que ça fait partie des outils qu'ils vont manipuler. Nous, on dit aux arts et métiers, on travaille à l'interface homme digital industrie, c'est-à-dire qu'on forme d'abord des femmes et des hommes qui seront des managers, qui vont prendre des décisions. Ils vont prendre des décisions en utilisant des données qui sont toutes digitales. Ils vont se faire accompagner d'intelligence artificielle, d'outils de fouille de données et autres, parce que c'est beaucoup de données. Et ils seront pertinents dans leurs décisions parce qu'ils connaissent le sens et la qualité des données, parce qu'ils savent d'où elles viennent, parce qu'ils connaissent la réalité industrielle qui est derrière. C'est le point de vue qu'on a pris. Les métiers, alors on avait fait ici même un débat sur la justice prédictive, donc ça fait partie, les métiers de juridiques. On peut parler de la santé aussi. Est-ce qu'il y a des secteurs qui, pour vous, vont être vraiment profondément bouleversés, Laurent Jean Bardet, dans les années, ou qui le sont déjà? Je pense que tous les domaines, c'est vrai que ce qu'on voit sur l'intelligence artificielle, sur domaines comme la réalité augmentée, l'ajout de virtuel dans le réel, pour moi, ça va impacter tout notre quotidien et tous les métiers. Donc, ça n'est pas possible d'ignorer ces éléments-là. Voilà. Et
comme on l'a dit, ça ne nécessite pas forcément de connaître le détail de comment ça fonctionne, mais au moins être capable d'utiliser, ça me semble être un minimum. Oui. Et savoir être agile, c'est-à-dire se dire dans sa tête qu'on va faire peut-être plusieurs métiers différents dans une vie, ça c'est sûr. C'est déjà. Oui, ça existe déjà. Regardez, le Bureau du travail américain fait des analyses en disant qu'à peine à l'âge de 35 ou 39 ans, cette nouvelle génération aura déjà connu une dizaine de métiers. Vous vous rendez compte la différence avec les générations qui nous ont précédés? Si on parle, Virginie Calmès, du match robot humain, il y a quelque chose qui restera, enfin on peut l'espérer, l'apanage des humains, c'est la créativité quand même. Mais j'espère bien. Parce qu'on commence à voir des robots qui créent des opéras, qui essayent de faire des... Voilà, il y a des tableaux de robots qui ont été vendus aux enchères, etc. Les industries créatives offrent, de notre point de vue en tout cas, un débouché énorme et encore de longue durée. Alors qui saura pour combien de temps, mais et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, moi je crois beaucoup à cette destruction créatrice. On est en plein dans Schumpeter. Quand on regarde par exemple le boom du jeu vidéo en 2020, c'est une industrie qui a explosé. Je veux dire, des sociétés comme Ubisoft ont fait des croissances de 30%, Nintendo ou Activision Blizzard, c'est plus 50%. Donc cette industrie-là, elle est devenue la première industrie culturelle au monde. Oui, c'est cinéma, musique additionné et on a le jeu vidéo. On arrive au jeu vidéo, c'est quand même impressionnant. En France, c'est 5 milliards. Aux États-Unis, on est à 58 milliards de dollars. Donc, on voit vraiment le poids de cette modification qui est en train de s'opérer devant nous. Et pour notre jeunesse, c'est assez formidable aussi de se dire que là, il y a des sources de création d'emplois. Et derrière l'industrie du jeu vidéo, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de métiers, en fait. Et les Français sont bons. Et en plus, Cocorico, on est bon, on est très bien placé, on a 580 studios en France et on est parmi les meilleurs mondiaux. Donc tant mieux, parce que dans cette morosité générale que nous connaissons avec cette crise Covid, je trouve que c'est très énergisant et très chouette pour notre jeunesse de se dire que là, il y a des beaux débouchés, à la fois dans la création, dans le design, dans la gestion de données. Enfin, derrière l'industrie du jeu vidéo, il y a comme souvent une multitude de métiers. C'est pour ça qu'on ne forme pas à certains métiers, on forme à une compétence, on forme à un environnement et on leur permet, en fait, derrière un bachelor, je dis jeu vidéo chez nous, par exemple, ou animation 3D, ils vont avoir une foultitude de métiers possibles. Dernière question, Laurent Champanet, il reste moins d'une minute. Je rebondis sur une citation, une phrase d'Elon Musk il n'y a pas très longtemps à propos de sa politique de recrutement. Il disait, grosso modo, ma politique de recrutement, elle sera plus basée sur les diplômes, mais sur les compétences. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ça vous inquiète ou finalement ça vous challenge, un discours comme ça ? Non, ça nous challenge. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut des gens qui soient adaptables, qui soient capables de faire des choses, de ne pas rester enfermés dans les outils dont on a parlé, parce que c'est des outils qui sont un peu formatants, les outils du numérique. Et celui qui est capable de passer à côté, d'innover, c'est celui qui va s'en sortir. Et effectivement, c'est ouvert à tous. Voilà, c'est des compétences très spécifiques. Il faut que les jeunes s'y précipitent. Et ben voilà, merci Elon Musk de faire la pub de Futurale, parce que c'est exactement notre baseline. Oui. Certification plutôt que diplôme, on a bien compris. Merci à tous les deux, c'était vraiment un débat passionnant. On se retrouve dans 10 ans pour faire le bilan des métiers en question. Allez, tout de suite, c'est Smart Money. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, notre chronique consacrée au placement d'avenir et aux nouveaux moyens de paiement. Gros plan sur le marché de la cybersécurité avec Antoine Fraisse-Soulier, analyse de marché chez eToro. Bonjour Antoine, bienvenue, heureux de vous retrouver. Alors comme d'habitude, on commence par une définition. De quoi on parle ? Alors la cybersécurité, ça consiste à assurer la protection des données informatiques contre des attaques numériques qu'on appelle les cyberattaques. Vous savez que les cyberattaques, ça permet d'accéder à des données sensibles, et parfois extorquer carrément de l'argent à des entreprises ou des particuliers. Mais c'est un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur, puisque selon une étude récente, on a 9 entreprises sur 10 en France qui ont subi une cyberattaque majeure au cours des 12 derniers mois. 9 entreprises sur 10, c'est vraiment un chiffre impressionnant. Étude réalisée par Proofpoint. C'est quoi les types de cyberattaques les plus utilisés ? Alors, la plus courante s'appelle le phishing, ou le hameçonnage en français. Ça consiste à envoyer des emails frauduleux
qui ressemblent à des emails provenant d'une source fiable, en fait. Hein. Vous avez dû sûrement en recevoir, tout le monde a déjà reçu. Et l'objectif, c'est vraiment de voler des données sensibles, telles que des numéros de carte bleue ou des mots de passe. Le phishing le plus mémorable, on va dire, ça reste celui de Netflix en 2017. Des millions d'abonnés avaient reçu des emails en les invitant à communiquer leurs coordonnées bancaires pour leur éviter de clôturer leur compte. Ensuite, on va trouver, dans les types de cyberattaques, on va trouver les malwares, c'est-à-dire les logiciels malveillants. C'est un logiciel qui permet d'accéder à des données sensibles, essentiellement, et puis ça engendre des virus, des chevals de Troie ou des spyware. Et ensuite, parmi les malwares, on a le ransomware. Alors c'est un type demande de rançon, c'est ça ? C'est demande de rançon, tout simplement. C'est pour extorquer de l'argent en bloquant l'accès à certains fichiers. Et il y a énormément de sociétés qui ont subi ce genre de type de rançon, et notamment Uber. En 2016, 57 millions de comptes utilisateurs Uber ont été piratés, et l'entreprise aurait décidé de verser la rançon, $100 000 pour les hackers. Alors, c'est quoi l'état du marché de la protection donc, contre les cyberattaques ? Alors, l'état du marché, il est comment dire ? Il est très américain. Très américain, très américanisé. C'est-à-dire qu'on a les grandes sociétés informatiques type IBM, Cisco, qui ont fait de la cybersécurité une grosse partie de leur budget. Ils ont aussi fait de la croissance externe en rachetant des pure players. Ensuite, on va trouver les plateformes de cybersécurité. Marché très fragmenté. En moyenne, c'est entre 1 et 10 milliards de dollars en valorisation. La numéro 1, c'est Palo Alto. Donc, il compte 50 000 clients, c'est quand même considérable, et qui est valorisé 37 milliards d'euros. En deuxième position, on a VeriSign. Alors, VeriSign, c'est spécialisé dans le service d'enregistrement de domaines, le domaine .com, .net, et en France, il y a 146 millions. En France, c'est, on n'a pas de pure player en France. C'est essentiellement les sociétés de défense type Thales et Airbus qui ont développé leur propre système de cybersécurité. Alors, on va répondre dans un instant à la question est-ce qu'il faut investir dans ce secteur, mais d'abord, comment on peut imaginer l'évolution du marché, Antoine ? Malheureusement, les cyberattaques, ça va continuer. Oui, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que déjà en 2020, on a eu un nombre de cyberattaques qui a été multiplié par 2 dans le monde par rapport à 2018, donc un nombre qui a doublé en 2 ans. Et c'est vrai que le coût de la cybercriminalité a été de 1 000 milliards de dollars. Soit 2 fois plus qu'en 2018. Ce chiffre, il devra encore augmenter ? Oui, c'est très probable, sachant que les hackers aussi sont de plus en plus nombreux et de plus en plus innovants. Et le coût moyen, et ça c'est un chiffre assez impressionnant, le coût moyen de ces attaques est passé de 9 000 euros à 52 000 euros par entreprise. Et Virginia Rometty, l'ancienne patronne d'IBM, disait « La cybercriminalité est la plus grande menace qui pèse sur toutes les professions et toutes les entreprises du monde. » Alors, on investit ou pas, Antoine ? Écoutez, étant donné que c'est un marché qui croît énormément, c'est quand même préférable d'investir. Ensuite, il faut bien choisir les sociétés, regardez bien le business model, mais ça ouvre, c'est vrai, des opportunités très intéressantes pour les investisseurs et bien évidemment investir sur les sociétés américaines qui offrent, à mon avis, les perspectives de croissance les plus intéressantes. Parce que le budget que ces entreprises allouent, que les entreprises en général allouent à la cybersécurité, il va comme ça. Oui, tout à fait, parce que en fait, c'est notamment en termes de prévention, c'est-à-dire que les entreprises ne souhaitent pas, agissent en amont pour ne pas être victimes de ces cyberattaques, et le budget, notamment en France, a augmenté de 39% en 2019. Et ben voilà, considérable. Un dernier chiffre. Merci Antoine Fraissoulier, analyse de marché chez eToro, bien sûr. À très bientôt. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Connect. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, comme chaque semaine, on découvre une entreprise qui innove dans le monde du e-commerce. Bonjour Lara Ruirez, bienvenue. Vous êtes la présidente, la fondatrice de Levia, créée en 2017. C'est quoi les services proposés par Levia ? Alors, Levia, c'est un éditeur de technologies d'intelligence artificielle qui permet de comprendre du langage naturel, donc du langage exprimé par des utilisateurs, des gens comme nous, des clients, des salariés d'une société, et d'apporter de l'intelligence sur la compréhension qu'on fait de ces verbatims. En fait, vous êtes derrière
quand on va sur un site, les robots qui nous posent des questions, qui disent on est là pour vous guider, etc. C'est ça? Une des applications en effet de ces technologies, c'est en effet les bots, on s'appelle les bots, les petits robots qui prennent la parole sur les sites et qui permettent du coup en effet d'apporter un premier niveau de service. Et l'objectif, c'est de donner au client le sentiment qu'un humain lui répond d'une certaine façon. Est-ce que vous avez ça en tête? Il y a deux stratégies. Il y a soit l'idée en effet de simuler, on va dire, le sentiment d'avoir quelqu'un d'un humain. Mais je pense que la réalité, en fait, c'est d'apporter le même service qu'un humain sans passer pour un humain. Très souvent, c'est très clair que c'est un robot, que c'est automatisé. Maintenant, l'idée, c'est d'apporter le service qu'un humain ne peut pas apporter au milieu de la nuit, qu'un humain ne peut pas apporter parce qu'il ne peut pas processer autant d'informations qu'un ordinateur peut le faire. L'idée, c'est pas forcément de simuler l'humain. Oui. Et est-ce que c'est aussi de se rapprocher d'une expérience client qu'on peut avoir dans un magasin physique? Oui, tout à fait. Non, tout à fait. L'idée, vraiment, tout ça, le Graal, alors c'est difficile à faire, mais le Graal, en effet, c'est d'essayer de reproduire sur le digital la même expérience qu'on pourrait avoir en physique, 24/24, de façon instantanée, sur tout type de contenu, et c'est évidemment très dur à faire. Oui, parce que le défi de tout commerçant, c'est de transformer le visiteur en client, quoi. En client, et puis de résoudre ses problèmes. S'il y a un problème, comment faire du réachat, en essayant de lui trouver une solution au problème qu'il constate, d'essayer de lui répondre rapidement, à toute heure. Enfin, voilà. Et c'est comme ça qu'on va fidéliser et qu'on apporte du service. Alors, pour arriver à ce service, il faut quoi comme type d'innovation pour offrir ce service chez Levia? Alors, il faut beaucoup d'innovations différentes, mais nous, le cœur du réacteur, chez nous, est vraiment la façon dont on va traiter les requêtes et les expressions qu'on va recevoir des clients et l'intelligence qu'on va mettre. Alors évidemment, c'est de l'intelligence artificielle dans le sens où on va processer ces requêtes et essayer de les comprendre le mieux qu'on peut et d'amener l'utilisateur vers le meilleur des parcours pour lui simplifier derrière son parcours d'achat ou son parcours de service après-vente. Le commerce conversationnel, c'est comme ça qu'on dit en bon français. C'est l'avenir du e-commerce, c'est une évidence. Donc, vu la croissance du secteur, vous êtes plutôt confiante pour l'avenir de Levia. C'est un secteur extrêmement attractif, booming, sur lequel il se passe énormément de choses et qui est en croissance de façon assez fulgurante. Et l'année 2020, évidemment, a accéléré ce type de commerce. Et le commerce conversationnel, c'est la conversation qui peut se passer sur des sites, mais c'est également tout ce qui se passe dans le messaging, dans les applications qu'on utilise aujourd'hui, qui nous permettent aujourd'hui de texter et d'échanger avec nos pairs, notre famille. On peut faire la même chose avec des commerces aujourd'hui. Donc, c'est le commerce conversationnel, c'est cette nouvelle façon de faire du commerce en discutant, en captant des informations, en discutant avec des vendeurs, que ce soit des vendeurs physiques, des vrais vendeurs, ou des vendeurs virtuels, quand les vendeurs physiques ne sont pas disponibles. C'est qui vos clients? Quelles grandes enseignes font déjà appel à vous? Oui, alors sur la partie commerce conversationnel, évidemment, on travaille essentiellement avec des e-commerçants et des retailers. Le plus grand, notre marque dont on est le plus fier, c'est évidemment Cdiscount, qui est un mastodonte de l'e-commerce, sur lequel qui est un challenge permanent pour nous pour retravailler nos technologies de façon à apporter toujours plus d'efficacité. Et les challenges de Cdiscount sont à 2 titres, sur les parcours de vente, d'avant-vente, comment aider l'utilisateur à répondre à ces questions sur des produits, et sur les parcours d'après-vente pour limiter, on va dire, le temps d'attente des internautes. Ouais, ce qui est intéressant, cette émission, on est dans l'innovation, c'est que vous êtes obligé, à vous entendre, de réinventer en permanence, c'est ça? Ça évolue tout le temps, quoi. Ça évolue tout le temps, en fait. On a des briques technologiques et ensuite on essaye d'ajuster et de l'adapter aux besoins réels des consommateurs que des marques comme Cdiscount vont nous transmettre, parce qu'elles connaissent leurs consommateurs et elles vont nous demander d'utiliser nos technologies dans des cas d'application qui changent et qui évoluent en permanence. Ça veut dire que c'est presque de la haute couture, quoi, d'une certaine. Il faut s'adapter à chaque client. Alors, nous, on a des briques qui sont très génériques, qui permettent d'adresser tout type d'industrie, l'e-commerce, mais également bien d'autres secteurs, les RH, l'IT &co, et dans l'e-commerce, tout type de façon généraliste ou spécialiste. Après, évidemment, le use case, le cas d'usage qu'on va faire, peut être un peu de la haute couture, parce qu'on va essayer d'aller vraiment loin dans l'application de nos technologies pour essayer de craquer un problème que beaucoup de monde rencontre en réalité. Merci beaucoup, merci Lara Rouirez. Bon vent à Levia. Merci à vous. Merci beaucoup. Connaissez-vous l'upcycling? Alors en bon français, on pourrait dire la mobilité de reconversion. Non? Dommage, parce que c'est l'avenir de nos bonnes vieilles voitures thermiques. Explication juste après la pub. La seconde partie de Smart Future, on continue de scruter les innovations, de s'imaginer dans 10 ou 20 ans de quoi notre quotidien sera-t-il fait, quelles entreprises sont en train
d'inventer les objets, les pratiques de demain. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite. Alors, il y aura tout à l'heure Smart Move, notre chronique sur les nouvelles mobilités. Je vous présenterai Zouv, c'est une application et un service de vélo électrique connecté. Mais d'abord, Smart City, notre débat hebdomadaire sur les villes intelligentes. Vous avez peut-être entendu parler de l'upcycling, que l'on pourrait traduire par mobilité de reconversion, ou comment redonner une nouvelle vie à nos véhicules. C'est tout de suite. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Smart City à la découverte de l'upcycling avec Jérôme Aristide-Guémard. Bonjour, vous êtes Bonjour. le président de Virvolt. Bienvenue. Et Thomas Ducrest, le rédacteur en chef de Détour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, média de référence sur les nouvelles mobilités, lancé il y a 4 ans par Canal+ et SEAT. Peut-être, Thomas Ducrest, une définition pour commencer. L'upcycling en bon français, ce serait quoi ? Alors, on va rester sur les véhicules, parce que sinon, on peut vraiment élargir à tout. Ce studio est dans un ancien parking, c'est de l'upcycling. C'est quoi l'upcycling ? Je trouve que c'est une question qu'on peut poser pour beaucoup de traductions de mots anglais qui sont souvent très sexy et qui, une fois traduits en français, sont un peu catastrophiques. Reconversion écologique, peut-être. Mobilité de reconversion, oui, voilà, ça peut être un peu ça. Tout à fait, ouais, une sorte de seconde vie pour des engins de mobilité, quoi. Alors, dans ce domaine, il y a notamment ce qu'on appelle le rétrofit, avec une actu relativement récente. C'est-à-dire que ça vient d'être homologué. C'est quoi le rétrofit ? Alors, le rétrofit, c'est un bon exemple de mot qui est très sexy en anglais. Ouais. On va dire que c'est le concept d'électrification des véhicules qui sont traditionnellement thermiques. Effectivement, c'est une loi qui date du 13 mars 2020, donc qui a été abrogée quasiment 2 jours avant le premier confinement, ce qui est quand même assez paradoxal. Donc je pense que c'est aussi pour ça que les Français n'ont pas encore beaucoup entendu parler. Ils avaient d'autres choses à faire. Et effectivement, du coup, c'est un service qui est en plein boom et des startups le proposent déjà. Et donc, du coup, c'était un peu considéré comme une sorte de tuning pirate jusqu'à il y a encore 1 an, et donc non homologué. Donc, depuis 1 an, on peut légalement... Donc, le principe, c'est de prendre une bonne vieille voiture thermique et de changer le moteur, quoi. C'est à peu près aussi simple que ça. Exactement. Je pense notamment à Transition One, qui a une oui, je l'avais reçu dans Smart Impact. Qui vient d'Orléans, je crois, et qui, pour 5 000 € minimum, parce qu'après, il peut y avoir des options en plus, propose de passer à une vieille voiture qui arrive en fin de vie sur le thermique, en électrique, sachant que du coup, il y a aussi pas mal d'aides qui sont proposées par le gouvernement, à hauteur de 5 000 € actuellement. Oui, et d'ailleurs, le patron de Transition One me disait qu'avec cette homologation, la France était plutôt en avance par rapport à d'autres pays d'Europe et du monde sur ce dossier. Jérôme Aristide-Guémard, Virvolt, c'est un peu la même idée du rétrofit appliqué au vélo, on peut dire ça. Oui, on peut dire ça. Au début de Virvolt, on a un peu tout rétrofité, comme tout le monde dans le secteur. Mais bon, il y a beaucoup de freins qu'on ne va pas énoncer ici, mais sur le rétrofit des voitures, notamment légales, où il y a beaucoup de complications avec les constructeurs d'origine, les scooters aussi. Les scooters. Ouais, vous vouliez rétrofiter, pardon de l'anglicisme, mais des mobylettes, des scooters, c'était ça votre tout et idée de départ. n'importe quoi, skateboard, tout ce que vous voulez. Donc après, il y a beaucoup de contraintes d'utilisation qui se posent. Et de fiabilité sur le long terme, parce que c'est des véhicules qui ne sont pas faits à la base pour être électriques du tout. Donc vous êtes parti d'un vélo classique, enfin j'allais dire thermique, non pas thermique, mécanique. Et qu'est-ce que vous lui apportez ? Le postulat de base, c'est de se dire que depuis les années 2000, on a vendu 60 millions de vélos en France, et rien qu'en France, et tous ces vélos sont électrifiables. Et là, aujourd'hui, ça fait depuis quelques années maintenant que les pouvoirs publics poussent énormément les gens à s'avancer là-dessus et à changer leurs moyens de mobilité. Donc pas forcément les cyclistes, mais tous ceux qui prennent leur scooter, la voiture, le métro, à embrasser ces nouveaux modes de mobilité. Mais on les incite à acheter que du matériel neuf et renouveler complètement le parc avec, il faut le dire, des batteries, des moteurs, des vélos qui sont fabriqués à Taïwan, en Asie du Sud-Est, en Chine, qui sont importés en cargo, etc., qui sont des choses qui polluent qui en plus sont des produits qui ne sont pas optimisés pour leur durabilité. Il y a un peu d'aberration écologique. Là. Exactement. Donc du coup, pour donner plus de sens à ça, l'idée, elle est très simple, c'est qu'on a tous des vélos qui marchent très bien, dans notre cave ou quelque part, et que ces vélos, on peut les remettre en état. Si le système de freinage est un peu vieux, on peut mettre du freinage moderne, installer un moteur, une batterie qui est conçu pour être greffé sur des vélos qui ne sont pas conçus pour être électriques. Donc ça ne va pas poser de problème dans la structure du vélo, donc le cadre, etc.
Et l'innovation, elle est où? Dans la batterie? Là, vous avez un gain technologique par rapport à l'innovation, nous, notre innovation, elle est dans la réparation, en fait. Pour aller à contrario des grands du secteur, comme Bosch, par exemple, qui, eux, vont avoir du matériel super propriétaire, complètement bridé, bloqué, qui fait qu'on ne peut rien réparer soi-même. On est obligé d'avoir des revendeurs agréés, et ça coûte une fortune. L'objectif, c'est d'avoir vraiment du matériel qui soit comme un vélo. Peu importe le vélo que vous avez acheté depuis les années 70, vous pouviez toujours le réparer 50 ans plus tard. Donc là, c'est l'objectif. L'objectif de l'électrification, et même au-delà d'électrifier un vieux vélo qu'on a déjà, électrifier un vélo qu'on achète neuf, ça représente ce gros avantage qui est de pouvoir avoir la main sur la réparation sur toutes les pièces. Donc nous, notre technologie, elle est là pas pour te mettre une fonctionnalité de GPS intégrée à ton vélo, je sais pas, un gyroscope qui va faire que ton vélo va être équilibré tout seul. Ça, tu sais le faire toi-même. Tu peux mettre un porte-téléphone sur ton guidon, et c'est d'avoir du matériel qui est là pour durer super longtemps, parce qu'aujourd'hui, un vélo électrique, sa durée de vie en moyenne, elle est de 5 à 7 ans, alors qu'on utilise encore les vélos de nos grands-parents, donc c'est une aberration complète. Donc l'objectif, c'est de monter cette durée de vie jusqu'à 20, 30 ans, si on peut. Thomas Ducrest, le défi, bon, peut-être un mot sur Virvolt, parce qu'on est en plein dans cette mobilité de reconversion. Là. Un mot appuyé, d'autant plus que Virvolt a gagné l'Easy Mobility Challenge qu'on organise tous les ans avec SEAT. Donc oui, il y a une vraie cohérence, une vraie convergence. Après, ce qui est intéressant aussi de dire, pour deux mots sur le rétrofit, mais c'est une technique qui aujourd'hui permet d'électrifier quasiment tous les véhicules. Enfin, il y a des startups en France, comme je pense à Ineo, je crois. Je ne sais pas si tu ou Retrofit, par exemple. Aussi. Oui, voilà. Ouais. Donc on peut électrifier des camions, donc pour les flottes professionnelles. Les scooters, c'est aussi possible avec Noil, qui est un service parisien qui propose le rétrofitting, le rétrofit en 48 heures. Donc les voitures, on a parlé de Transition One, il y en a d'autres. Voilà, ça s'applique vraiment à tout aujourd'hui. Donc c'est une seconde vie pour tous nos véhicules. Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant, au-delà de l'aspect presque, je vais dire, écologique, bon, c'est le plus important, mais je trouve que le deuxième qui est assez intéressant, c'est la capacité qu'on peut avoir à conserver l'attachement qu'on a pour un véhicule. Je pense, par exemple, si, je ne vais pas citer de marque, mais si j'ai une voiture à laquelle je tiens depuis 10 ou 15 ans, je peux la garder l'âme de ce véhicule et, coup de bol, en plus, éviter qu'elle pollue la planète. C'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Détour, il y avait un article sur, on va citer, sur le bon vieux combi Volkswagen. Alors là, on est dans les générations hippies des années 60-70, mais version rétrofit, c'est ça? C'est pas du rétrofit parce que c'est une version électrique, 100% électrique qui sera commercialisée, je crois. Mais il a été beaucoup rétrofité. Oui, voilà. Mais il a été beaucoup rétrofité. Oui, avec les vieux modèles, on les a électrifiés. Mais c'est cette idée, effectivement, de prolonger le mythe ou le culte d'une voiture. Il y a même des startups en Angleterre qui proposent de rétrofiter des vrais modèles anglais, genre des vieilles Aston Martin, etc. Et ça, c'est super. Jean Aristide, vous avez un peu répondu à la question, mais comment les concurrents, les gros constructeurs vous voient arriver sur ce marché? Pas forcément d'un très bon œil, comment ça se passe? D'un très bon œil, mais surtout au niveau de la batterie, parce qu'aujourd'hui, la batterie, il faut le dire, ça a été conçu dans une obsolescence programmée totale. On a mis en place un service de reconditionnement de batterie, donc qui permet, peu importe la marque du vélo, de venir dans nos ateliers, déposer une batterie, qu'on la remette à neuf. Donc ça vous évite de racheter une batterie neuve et d'envoyer à la benne à ordures une batterie. Donc ça, c'est très important. Quand on sait l'enjeu des terres rares autour des batteries. Ça n'existait pas encore, et c'est ce qui permet de rendre la batterie recyclable, parce qu'une fois qu'elle est démontée, c'est assez facile à recycler. Et d'ailleurs, récemment, l'Union européenne nous a contactés, justement parce qu'il y a une grosse question où les acteurs, je ne vais pas citer de nom direct, mais ne sont pas très contents de ça, parce que ça fait que les gens ne rachètent pas de batterie après. Donc ça pose un problème pour eux. Ils utilisent des leviers légaux en disant l'homologation ne tient plus, etc. Après, nous, on a fait un gros dossier auprès de l'Union européenne pour leur expliquer toute la méthodologie de travail qu'on a sur le réassemblage d'une batterie usée, donc en respectant exactement le même cahier des charges que le fabricant d'origine, etc. On respecte. Oui, il faut qu'elle soit fiable, il faut qu'elle soit sûre, etc. En fait, il faut respecter exactement les caractéristiques techniques de l'homologation. Donc c'est ce qu'on fait pour se protéger, mais il y a des grands acteurs qui veulent l'empêcher. Ils veulent que ce soit pas possible, mais bien sûr, les pouvoirs publics n'ont pas envie de faire que ce soit pas possible, parce que ça résonne avec l'époque et de l'époque dans laquelle on vit, et que ce serait un non-sens de dire non à ça. C'est aussi le défi de l'époque, d'avoir une nouvelle économie qui se frictionne avec l'ancienne. Thomas Ducrest, on a parlé de l'homologation du rétrofit. C'est vrai qu'il y a un défi, il y a
a des engagements légaux à tenir, puisque je crois que c'est 2040 l'interdiction des véhicules électriques. Oui, d'accord. En Angleterre, ça a déjà été avancé à plus tôt que ça. Je crois qu'on parle déjà de 2030-2032 de mémoire. Et l'un des autres intérêts du véhicule électrique et donc du rétrofit, c'est que des villes comme Paris, on voit bien qu'à terme, avant la fin des années 2020, elles seront pour partie, les thermiques, interdites de circulation, avec les vignettes critères, etc. L'électrique va rentrer de plus en plus dans les grandes villes, pour peu qu'on puisse encore y rentrer. Je pense à la rue de Rivoli qui est devenue interdite. Donc il y a quand même beaucoup d'intérêt. Oui, donc une voiture thermique restera légale si on utilise ce système pour quelques milliers d'euros. Elle sera plus thermique, c'est ça. Enfin, une ancienne voiture thermique. Mais sachant que oui, je pense que tu me diras si je me trompe, mais je crois que les coûts de rétrofit sont encore un peu élevés. On parle entre 15 et 20 000 euros selon les véhicules. Il y a plein de choses qui rentrent en question. Oui, 5 000, c'est vraiment le prix de base. Oui, c'est sur 8 ou 10 modèles, je crois, en 4 heures, sachant que le coût d'intérêt, je pense à la transition one, on amène sa voiture à 14 heures, à 18 heures, elle est rétrofitée. C'est selon certains types de véhicules. Voilà. Il y a ce problème en France comparé, on parlait tout à l'heure des autres pays, c'est qu'en France, on est beaucoup plus strict sur le rétrofit que les autres pays, parce qu'on n'est pas propriétaire de sa voiture en vérité. En vérité, quand on achète une voiture en France, c'est un peu le concessionnaire qui reste propriétaire, alors que dans le système anglo-saxon, c'est pour ça que le rétrofit est allé très vite en Angleterre et aux États-Unis. On est vraiment propriétaire de sa voiture à fond, et en France, c'est pour ça que le tuning est esthétique. Et dans les pays anglo-saxons, le tuning est technique. C'est parce qu'eux, ils ont le droit de modifier tout ça. Et dans une certaine mesure, bien entendu. Mais nous, en France, on n'avait pas le droit. Et ces fabricants sont obligés d'homologuer des modèles pour pouvoir après les électrifier en série. Je voudrais revenir sur l'enjeu de l'électrification de nos villes. Parce que tous les véhicules qu'on doit concevoir, ou ceux qu'on va réinventer, ils vont devoir s'insérer dans un réseau électrique, Thomas Ducrest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire redistribuer de l'électricité d'une certaine façon? Je crois qu'à Londres, et ça a aussi été testé à Paris, on arrive à chauffer des habitations comme au temps gréco-romain, sans énergie on va dire polluante. Je pense à l'énergie des métros, la chaleur qui est dégagée par les métros permet déjà aujourd'hui de chauffer certains immeubles. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Après, sur l'électrique, il y a ce bon vieux débat sur est-ce que l'électrique est 100% non polluant ou pas. On le voit dans la communauté des Tours, par exemple, et je pense que tu dois avoir les mêmes problématiques, de greenwashing sous prétexte qu'on est sur l'électrique. Bon, il se trouve qu'en France, on est sur l'énergie nucléaire, donc on pourrait dire que c'est non polluant, mais le nucléaire est lui-même un autre débat sur... voilà. Donc je pense que c'est des questions qui sont intéressantes. Après, du coup, l'électrification règle une vraie question, c'est celle de la pollution de l'air. Je pense que c'est déjà un bon élément qui est assez intéressant, notamment pour les villes. Sur cette question de l'utilisation de vos véhicules, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une voiture qui arrivera dans un parking avec une borne de recharge intelligente. Si cette voiture a sa batterie encore chargée, elle peut redistribuer l'électricité pendant un temps donné à d'autres véhicules ou même au bâtiment lui-même. Vous commencez à intégrer cette idée-là? Exactement. Nous, c'est plus dans le cadre du recyclage des batteries. Donc, comme je disais tout à l'heure, une batterie en tant que telle, d'une voiture ou d'une moto ou quoi que ce soit, elle n'est pas recyclable parce que vous avez le boîtier, les câbles en cuivre, etc., et j'en passe. Et ce qui intéresse, c'est les petits éléments cylindriques qu'il y a à l'intérieur. Donc l'objectif, c'est de désassembler ces batteries, récupérer ces éléments, les tester pour vérifier leur fiabilité et après pouvoir les refabriquer dans des packs qui seraient utilisés dans des stockages photovoltaïques, stockage tampon pour les recharger en heure creuse, redélivrer dans le pic en soirée, etc. Donc c'est l'enjeu aussi dans la gestion de ce parc de batteries, c'est comment on optimise jusqu'au bout du bout toutes ces batteries, que ce soit des batteries de voiture, de vélo ou de trottinette, comment on fait pour les utiliser jusqu'à la fin de leur vie et qu'au moment où on les recycle, c'est qu'on sait que la société n'en a plus aucune utilité. Alors qu'aujourd'hui, nous on le voit, on a un chiffre très précis là-dessus, 94,8% des batteries qu'on récupère, donc auprès d'opérateurs, de trottinettes, auprès de clients comme vous et moi qui ont des batteries défectueuses, on peut récupérer ces cellules et les remettre en état, les refurbished, et les refabriquer dans des packs qui seront dédiés. Je vous donne un exemple très concret. On est en train de voir avec la mairie de Lille pour leur faire des Powerwall avec des batteries recyclées pour faire de l'éclairage public la nuit, en la rechargeant en heure creuse la journée. Donc ça permet déjà d'économiser, de réduire l'intensité qu'il y a sur le réseau, donc de garder de l'énergie, économiser de l'argent parce qu'en heure creuse ça coûte moins cher, et d'utiliser des batteries qui normalement iraient à la poubelle en fait, tout simplement. Oui, et donc Thomas Ducrest, donner une seconde ou une troisième vie à une batterie électrique, c'est aussi peut-être faire baisser petit à petit le prix des modèles de tous les véhicules électriques. Tout à fait.
Parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher, la batterie coûte cher quand on achète une voiture électrique. Alors ça, c'est peut-être toi qui pourras répondre. Sur Aujourd'hui, une batterie électrique, en général, ça représente, sur les véhicules, sur les voitures, c'est beaucoup plus large parce que les batteries sont énormes. Ouais. Ça représente 60% du coût de fabrication d'un véhicule, ce qui est énorme. Après, on peut dire merci Tesla, le coût au kilowattheure est en train de baisser drastiquement. Et on a des nouvelles technologies qui se préparent, soit au graphène, soit au solid state. Ça ne va pas arriver dans les 5 ans. Je vous le dis tout de suite à ceux qui voient des articles en mode demain batterie révolutionnaire, ce n'est pas le cas. Ça va prendre du temps à arriver, mais il y a des solutions qui se préparent. Et si on arrive à bien embrayer du coup tous ces niveaux de traitement des batteries, on va pouvoir vraiment faire baisser le coût final de la batterie. Donc à l'acquisition, ça va toujours coûter cher, mais vu qu'on sait que la batterie, une fois qu'elle va être dans son premier cadre d'utilisation, elle va en avoir un deuxième, puis un troisième, et après on va la recycler. Si à toutes les étapes on valorise la batterie, au final on va rationaliser les coûts et du coup économiser beaucoup d'argent. Donc c'est ça l'important, c'est vraiment de valoriser ces métaux-là, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les batteries elles sont mises dans une broyeuse, on récupère 10 à 20% des métaux et basta. L'objectif serait d'en récupérer 90%. Oui, bel objectif. Un dernier mot, Thomas Ducrest, on avait un débat sur les métiers du futur en ouverture d'émission. On peut dire que l'upcycling, ça concerne aussi l'univers de l'emploi. À commencer par les garagistes aussi. Je pense qu'ils auront un rôle à jouer rapidement, même au niveau des chaînes, sur les 5 à 10 prochaines années. Et après, ce qui est intéressant, pour revenir sur les smart cities, qui sont un concept qui est toujours un tout petit peu flou aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des startups qui commencent en fait, effectivement, à surfer sur cette idée que l'énergie qui est stockée dans les batteries, je crois qu'une voiture passe 90% de sa vie inoccupée par les propriétaires. Si on parle de voiture électrique, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir passer du machine to machine au machine to building presque, avec de l'énergie qui va être, au lieu d'être perdue, à stocker dans les batteries, servir à alimenter des chauffages, des habitations, des écoles, des piscines. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est ce que prenait Jeremy Rifkin depuis des années sur le partage de l'énergie et comment on arrive avec Internet, avec tous ces nouveaux supports à mutualiser l'énergie propre. On va y arriver et ça, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. À bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, une autre innovation en matière de mobilité avec Olivia Hierret-Dobré. Horizon 2040 avec Olivia Hierret-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Tout va bien? Ça va très bien. Bon, et si demain les liaisons intercités se faisaient par un système aérien électrique, vous nous présentez une solution qui pourrait décompresser nos villes. Oui Thomas, et cette solution est développée par la start-up française Supraways, qui veut dire les voies du dessus. Elle travaille sur un réseau de navettes électriques suspendues à 6 mètres de hauteur à un rail entièrement automatique qui peuvent transporter des marchandises, mais surtout des voyageurs, et qui permettront d'améliorer l'accessibilité aux aéroports tout en libérant l'espace au sol. Alors, mettons-nous en situation. Vous vous installez dans la Supra, le nom de la capsule que l'on peut voir à l'écran. Vous êtes seul ou vous êtes avec maximum 9 autres personnes. Si vous avez une poussette ou un vélo et même un fauteuil roulant, vous pouvez aussi facilement l'insérer dans la cabine. Ensuite, de votre station de départ, vous indiquez la station où vous souhaitez vous rendre via une application ou une borne. La Supra s'y rend alors d'une traite sans correspondance. Alors, comme elle circule au-dessus de l'espace public, elle n'a aucun obstacle à franchir, donc pas d'embouteillage. Pas non plus de temps d'attente, 3 secondes entre chaque passage. Les navettes Supra sont intelligentes puisqu'elles assurent elles-mêmes leur propre aiguillage sur le réseau et communiquent entre elles. Elles se déplacent grâce à une double propulsion électrique embarquée pour être plus efficaces en courbe et en pente. Heureusement qu'elle ne reste pas bloquée dans la pente, hein, c'est plus rassurant. Oui. Et d'après le fondateur, d'ailleurs, c'est un trajet qui ressemble plus à une expérience en voiture qu'à celle dans un bus ou un train. D'autant plus que l'on peut privatiser les capsules. Et en fait, c'est un transport à la demande qui est conçu pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et son débit peut atteindre 10 000 passagers par heure dans chaque sens. En quoi c'est une solution durable pour nos villes? Alors, le système fonctionne à l'électricité fournie en réseau par le câblage ou grâce à des batteries embarquées. Des auvents solaires sont posés au-dessus pour alimenter également les Supra en énergie solaire. Selon Supraways, la production d'énergie renouvelable va compenser l'énergie des moteurs électriques, donc pas d'émissions de particules et un bilan carbone neutre. La qualité de l'air est préservée. Et puis, il y a aussi le volet économique, comme l'explique la start-up.
Le coût avancé est inférieur à des travaux similaires pour un tramway, 10 millions d'euros le kilomètre contre 25 pour le tram et 120 pour le métro. Les navettes Supraways sont silencieuses, elles n'émettent pas plus de 45 décibels, c'est moins donc qu'un tramway. Et autre argument avancé, la libération du sol se fera au profit d'espaces verts. Enfin, elles sont rapides, ces navettes. La maîtrise du temps des usagers contribuera à améliorer la qualité de vie dans la ville de demain. Pourquoi ce projet ? Alors pourquoi ? Donc le fondateur est parti d'un constat, je le cite, « De nos jours, il est compliqué de passer autant de temps dans les transports, de vivre sous de telles chapes de pollution, dans un monde qui croît. On va bientôt être 9 milliards. Il y a un vrai problème de fluidité dans les transports et même de bonheur, je dirais. Si vous mettez trop de temps à vous déplacer dans une ville, cela devient une souffrance. » Et c'est Claude Escala. Claude Escala, c'est un constat qu'on peut faire les uns et les autres quand on habite dans des grandes villes. Où en est le projet ? Alors, dans la phase d'organisation et de financement, l'innovation a déjà séduit une douzaine d'agglomérations selon le concepteur, parmi lesquelles Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles-Grand Parc, mais aussi La Réunion. Et le 21 janvier dernier, la start-up annonçait la mise en étude du projet dans la métropole de Lille, où il est soutenu par des acteurs économiques locaux. Claude Escala estime à 5 ans sa potentielle mise en service et il a même l'ambition de développer ce transport pour les Jeux Olympiques de 2024. Merci Olivier, on verra bien si on circule dans ces navettes assez rapidement, on l'espère en tout cas. On termine avec Smart Move et la start-up Zouv, tous à vélo électrique. Smart Move avec Arnaud Le Rodalec, cofondateur, directeur général de Zouv. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Quand et pourquoi vous avez créé cette entreprise ? Oui, alors on a créé cette entreprise avec mes associés il y a maintenant 3 ans et demi, en juin 2017, à une époque où le vélo électrique partagé était en train de vivre une grande mutation puisqu'on avait des nouveaux services sans station qui commençaient à arriver d'Asie, les Ofo, Mobike, ces entreprises qu'on a vu arriver en Europe un peu plus tard et qui en fait changeaient complètement ce modèle où on avait une station lourde qu'il fallait déployer, un peu le modèle traditionnel Vélib, et puis on a eu ces stations très légères qui sont arrivées d'Asie. Et chez Zouv, on a voulu créer un peu le meilleur des deux mondes en développant un nouveau système de stations qui fonctionne comme des chariots de supermarché. Donc il y a une première borne qu'on vient ancrer dans le sol, qui sert de point d'ancrage à un premier vélo, et ensuite les vélos s'accrochent les uns aux autres. Okay. Donc ça nous permet de parquer les vélos de manière très compacte. On met 4 vélomètres. On n'a plus les vélos qui se baladent un peu partout et qui peuvent gêner la circulation des piétons notamment. Exactement. Et en même temps, on a une infrastructure qui est très légère, puisqu'on a simplement une borne pour 10-15 vélos. Donc c'est rapide à déployer, ça coûte peu cher en termes d'infrastructure, et on vient créer de la compacité, de l'ordre très rapidement en fait, et on peut venir déployer cette infrastructure de manière évolutive sur le territoire. Quelle est la part de la recherche, de l'innovation dans un projet comme le vôtre ? Alors ça a été vraiment une grosse part et ça continue de l'être. On a passé la première année et demie de l'entreprise uniquement dans la partie recherche et développement. On conçoit tout en interne chez Zouv. On conçoit la partie mécanique, électronique, logiciel, et puis tous les services côté plateforme, applications mobiles qui permettent de piloter le service. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, au début de l'entreprise, on a recruté 10 ingénieurs, on a commencé, on a pris un garage et on a commencé à créer ce produit en interne. D'ailleurs, vous avez démarré à Saclay, qui est quand même le cœur des grandes écoles en Ile-de-France, on peut le dire. Exactement. Ouais. En fait, on cherchait un territoire qui soit à la fois à proximité et qui nous donne un peu de latitude pour pouvoir tester ce service qui était nouveau. Donc voilà, c'est un territoire qui était assez naturel. Et les défis technologiques qui ont été les plus difficiles à relever pour vous, c'était quoi ? Alors dans ce système de stationnement, il faut pouvoir accrocher les vélos entre eux. Et donc, en fait, on se confronte à la difficulté de l'enjeu industriel, puisqu'en fait, quand on produit un vélo, deux vélos ne seront jamais parfaitement identiques. Et donc, il a fallu gérer à la fois les irrégularités du sol et les irrégularités de fabrication d'un vélo. Donc, on a dû développer un système d'accroche qui puisse prendre en compte tous ces degrés de liberté qu'on a lorsqu'on a deux vélos qui sont légèrement différents ou sur un sol qui est non plat. Et ça a d'ailleurs donné l'occasion à un dépôt de brevet de l'entreprise. Ouais. Et pour l'aspect géolocalisation, parce que ça c'est quand même quelque chose d'important aussi, donc là on est dans la partie numérique pure, c'est quoi le plus de Zouv ?
Alors, comme on a tout développé en interne, la technologie, l'électronique, le logiciel embarqué qui sert à géolocaliser le vélo est complètement intégré dans l'objet. Donc, on a vraiment une intégration forte entre la partie électronique et la partie matérielle vélo qui permet de mieux protéger ces parties-là du vandalisme. Et ça nous permet également d'assurer une remontée d'informations sur l'état du vélo, pas seulement sa position, mais aussi détecter des problèmes sur l'état du vélo en temps réel à la plateforme. Est-ce que vous continuez d'inventer, de lancer ou d'imaginer de nouveaux modèles, de nouveaux services ? Tout à fait. On a annoncé l'année dernière notre station électrifiée, donc la version électrifiée de cette station, qui permet de réaliser du transfert d'énergie entre vélos. Donc les vélos ont la capacité de fournir de l'énergie à leurs voisins, et la station, si elle est raccordée au réseau électrique, peut aussi venir fournir de l'énergie. Ça, on est au cœur des villes intelligentes. Il faudra que tous les véhicules électriques aient cette capacité de redistribuer. Tout à fait. Ouais. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un vélo, vous allez faire en sorte que tous les vélos aient un minimum de charge pour pouvoir être utilisables, c'est ça, si je comprends bien ? Tout à fait. En fait, le système de stationnement qu'on a développé intrinsèquement nécessite que le vélo en bout de station soit suffisamment chargé et soit opérationnel. Et c'est là que la connectivité est importante parce qu'elle nous permet de piloter le service de manière à garantir cet objectif-là. Et si on ne l'atteint pas, lorsqu'un utilisateur vient et cherche à prendre le vélo en bout de station, on va lui permettre de le détacher, de le mettre de côté et de prendre le suivant. Donc, on l'a dit, premier vélo implanté à Saclay, c'était septembre 2019. Octobre à Bordeaux. Chiffre d'affaires aujourd'hui, 1 million d'euros, c'est ça ? Je suis dans les bons chiffres, plus de 50 salariés. Comment vous vous projetez dans les années à venir, pour terminer ? Alors, l'année dernière a été une année particulière pour nous, c'est comme pour tout le monde, mais on en a profité pour un peu faire évoluer notre business model, c'est-à-dire que nous, on opère nos technologies de vélo aujourd'hui en propre, à Paris-Saclay et à Bordeaux, et depuis l'année dernière, on vend également cette technologie à d'autres exploitants. Donc ça nous a permis de signer un gros premier contrat qui nous a permis de dépasser le million de chiffre d'affaires. Et là, on a énormément de discussions avec différents types d'acteurs du secteur de la mobilité, en France, en Europe et dans le monde, qui veulent lancer du vélo électrique partagé et à qui nous, on vendrait cette technologie, à la fois la partie matérielle et la partie logicielle. Et marque blanche, en quelque sorte. En marque blanche, tout à fait. Et ça va être notre axe de développement pour les prochains mois et les prochaines années. Ça va être de vendre cette technologie, de la garder le plus à jour possible et de la proposer à un maximum d'acteurs pour déployer des services de vélo électrique partagé à travers le monde. Eh bien, bravo à vous. Merci Arnaud Lerodalec. Bon vent à vos vélos Zoo. Voilà, c'est la fin de ce Smart Future. Merci à Olivia Hierret-Dobré qui a préparé cette émission, comme toutes les émissions de la semaine dans Smart Impact. Merci à toutes les équipes de Bismart, ici en régie, là-haut dans les bureaux. Rendez-vous le week-end prochain. Et puis en attendant, vous pouvez revenir en février 2021. Salut. Ce programme vous a été présenté par SEAT.